Donc, bonjour à tous. Je suis Aude Simon, donc responsable de la Team France Export et des services d'accélération donc à la Chambre de commerce française de Singapour. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, ravie de vous accueillir donc, pour co-animer ce webinaire donc, dédié à l'agri-food et à l'agrotech donc en région ASEAN et plus particulièrement donc, à Singapour et en Thaïlande. Donc, avant d'introduire le sujet et de vous présenter donc, nos intervenants aujourd'hui, je vais laisser le soin donc, à Sophie Lemiller et à Yannick Mille donc, voilà, de vous introduire plus en détail, je dirais, le sujet, la mission qui nous intéresse. Voilà, Sophie, je te laisse prendre la main et puis je présenterai tout à l'heure nos intervenants. Ça marche. Merci, Aude. Donc, Sophie Lemiller, je suis chef de projet Asie à la région des Pays de la Loire. Je vais commencer par excuser Lydie Bernard, donc, qui est notre vice-présidente à l'agriculture à la région des Pays de la Loire et qui est actuellement dans les bouchons nantais. C'est tout un poème à cette heure-là. Juste vous dire un petit mot, en fait, parce que donc, à la fois ce matin, on se rencontre pour ce webinaire organisé en lien avec la Team France Export. On est aussi dans le cadre, mais ça vous le savez déjà, du club Export Food Loire. Et puis, plus globalement, cette action s'inscrit dans une stratégie régionale à l'international, dont je vais vous dire deux petits mots pour qu'on resitue le contexte. On peut peut-être avancer un tout petit peu, Aude, passer très vite sur cette première slide qui vous fait état des chiffres à l'export en 2021 et vous verrez avec un petit focus, puisqu'on vous fera passer ensuite ce PowerPoint, notamment sur les sujets qui nous intéressent ce matin, sur tout ce qui est agro. On peut peut-être passer à la slide suivante. Notre stratégie régionale à l'international, en fait, elle se base sur trois piliers. Le premier étant basé sur la force d'un collectif régional. Et d'ailleurs, notre rendez-vous de ce matin en est une bonne illustration, puisqu'on est, nous, région, en présence de Food Loire, notre partenaire territorial, et puis de l'équipe de la Team France Export sur zone. Donc, une équipe territoriale qui est coordonnée, qui est sur le terrain. Et voilà, donc ce webinaire, on est la parfaite illustration ce matin. Ce qu'on met aussi à votre disposition, c'est une boîte à outils dédiée pour les TPE et PME. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est ce qu'on appelle chez nous le pack export, qui vous permet à la fois potentiellement un diagnostic à l'export avant de vous lancer, de vous soutenir sur des démarches de prospection, et la mission qu'on évoquera avec vous peut en être une illustration sur les démarches collectives qu'on peut accompagner. Et puis, cette boîte à outils, elle peut aussi se baser sur tout ce qui est structuration de ressources humaines, avec notamment, et certains d'entre vous le connaissent déjà, le recours au VIE. Voilà, on a mis en place en région des Pays de la Loire un certain nombre de dispositifs d'internationalisation de nos filières économiques stratégiques. On a en cours actuellement, et certains parmi vous, et je pense notamment à ceux de la filière vin, qui connaissent nos parcours d'accélération à l'export, conduit actuellement par un consortium pareil territorial, pour à la fois un diagnostic et puis potentiellement vous pousser dans vos démarches et accélérer vos démarches à l'export. Et puis, je passe encore une fois assez vite là-dessus, mais ce qui va peut-être nous concerner un petit peu plus, c'est ce qu'on a mis aussi et qui est inédit en France, c'est donc la mise en œuvre sur le terrain de 5 envoyés spéciaux qui sont disséminés sur la planète. Et je pense qu'on peut passer sur la slide suivante, si tu veux bien, Aude. Voilà, c'est nos envoyés spéciaux, les envoyés spéciaux de la région, qui sont un petit peu à l'origine de notre rendez-vous ce matin. Ces envoyés spéciaux donc, sont des employés de la région, hébergés par les bureaux de Business France sur nos zones, et qui sont à la fois nos yeux et nos oreilles et qui nous permettent de détecter un certain nombre d'opportunités que eux font émerger du terrain. On a parmi nous, alors on a eu un petit bug, comme vous le verrez, tout le monde porte mon nom ce matin, mais on a parmi nous quand même notre envoyé spécial Asie du Sud-Est et Océanie qui peut peut-être vous faire un petit coucou, Alexandre Leroy.
Oui, bonjour à tous. Mais merci à tous en tout cas d'être présents sur ce webinaire, sur cette opportunité justement que je vais pouvoir organiser justement en parallèle avec l'ensemble de la Team France Export et sur cette opportunité qui est pleine de qui semble très porteuse en tout cas. Voilà, donc Alexandre, comme vous le voyez sur la petite carte, est basé à Bangkok. Il est basé à Bangkok, mais il rayonne sur toute la zone et c'est un petit peu le fruit de son travail qui a fait qu'aujourd'hui, on s'est dit qu'on avait une vraie thématique à creuser sur tout ce qui était agro, agritech, puisque nos envoyés spéciaux, je vous l'ai dit, ils font remonter un certain nombre d'opportunités depuis leur territoire, dans leur base, on va dire, et puis ils sont là pour croiser les opportunités de nos filières d'excellence et puis ce qui peut être identifié sur leur zone en termes d'opportunités. Et ça les équipes de Aude et de la Team France Export vont vous en parler un petit peu plus longuement. Le dernier point, je suis désolée, je fais vite, que je voulais qu'on aborde avec vous aujourd'hui, c'est que ce webinaire, il va être en fait le lancement officiel d'inscription pour une mission qu'on organise là aussi en lien avec Foodloire et avec nos partenaires CCI et Business France sur zone. Donc, une mission Singapour et Thaïlande qui aura lieu du 3 au 9 septembre prochain et qui sera bel et bien axée sur les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, tout ce qui est agro et agritech, avec deux formules possibles, mais ça, je laisserai peut-être Yannick vous en parler. Moi, je vais plus insister sur le volet collectif. L'idée de cette mission, que pour certains, vous connaissez déjà, c'est d'avoir vraiment deux volets. Un volet collectif, régional, qui permet d'avoir une dynamique Pays de la Loire et de valoriser le savoir-faire des Pays de la Loire sur la zone. Et puis, un volet qui va être plus sur mesure, composé de rendez-vous B2B et qui vous permettront de rencontrer des partenaires, des distributeurs sur la zone. Yannick, peut-être tu nous redis un petit mot sur le volet individuel de cet accompagnement. Oui, merci Sophie. Donc oui, comme Sophie vous le disait, dans la boîte à outils, on trouve Foodloire. Bon, vous connaissez pratiquement tous puisque vous êtes quasiment tous membres du club export que Foodloire anime. C'est un des outils de la boîte à outils qui est mis à disposition des entreprises pour développer leur compte d'affaires international. Et donc, on participe effectivement à la construction des missions telles que celle qui vous est proposée aujourd'hui par Sophie. Voilà, nous, d'ici la fin de semaine, vous aurez un bulletin d'inscription qui sera en ligne avec le programme. C'est en cours de calage pour le coup, mais grosso modo, il va y avoir possibilité pour vous de venir soit à Singapour, soit à Bangkok, soit sur les deux villes, les deux pays, en fonction de vos aspirations sur cette zone. Et donc voilà, on a encore quelques petites affaires à régler, notamment tout l'aspect financier, mais bon, il y a quand même gros appui du conseil régional sur cette mission. Donc voilà, d'ici la fin de la semaine, vous aurez en ligne, pour ceux qui sont intéressés, de toute façon, je ferai passer à tous les inscrits le programme et donc les modalités d'inscription pour cette mission qui aura lieu tout début septembre. Voilà. Bien évidemment, on est Yannick et moi et Alexandre à Bangkok à votre disposition si vous avez besoin qu'on en échange. L'idée étant qu'on vous propose vraiment une mission qui colle le plus possible à vos besoins. Donc, à la fois sur le volet collectif qui sera piloté par Lydie Bernard qui nous rejoindra tout à l'heure, et à la fois sur vos temps individuels qui seront qualifiés et vraiment, encore une fois, sur du sur-mesure en lien avec les équipes de Aude et de Business France en Thaïlande sur place. Voilà, ce genre de mission, voilà, juste sur le volet collectif, effectivement, on partira sur des visites que Sophie et Alexandre sont en train de préparer, et puis des temps effectivement plus spécifiques à chacun, avec un certain nombre de rendez-vous qui seront effectivement pris sur place avec des prospects, des entreprises qui sont intéressées par vos gammes. Voilà. Aude, on te laisse la main. Peut-être commencer maintenant. Merci, merci beaucoup. merci à tous les deux. Effectivement, donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner un aperçu, un vrai panorama du potentiel que représente l'ASEAN sur les filières qui nous intéressent aujourd'hui.
Voilà, pour vous donner envie de vous positionner, pour vous aider en fait voilà, à cerner encore une fois les enjeux et les tendances sur cette région très dynamique. Alors, sans plus attendre, donc je vais introduire donc nos intervenants donc aujourd'hui. Donc la première, Lan Nguyen, qui est experte donc sectorielle agri-agrotech et copilote donc ASEANO pour la filière chez Business France. Donc elle est basée au Vietnam. Voilà, donc Lan va nous donner encore une fois donc un panorama, je dirais, des opportunités marché, donc des filières agricoles, agrotech, agroalimentaires et viticoles dans la région. Et elle nous parlera donc avant ça des conditions d'accès aux pays de la région. Donc, je dirais dans cette ère post-Covid, donc à savoir quels sont les pays dans lesquels vous pouvez à nouveau vous déplacer, quelles sont les conditions requises pour y entrer, etc. Et j'en profiterai d'ailleurs pour évoquer le cas de Singapour. Notre deuxième intervenante aujourd'hui, donc Wendy Cheng Petit, experte sectorielle agri-agrotech également, donc à la Chambre de commerce française de Singapour, donc depuis près de 5 ans. Donc, elle nous présentera le marché singapourien, donc ses enjeux, les tendances, les opportunités de croissance. Notre troisième intervenant aujourd'hui, donc Gaël Bensoussan, expert donc sectoriel agrotech chez Business France également, et qui lui est basé à Bangkok. Donc Gaël nous fera un focus sur la Thaïlande. Il nous éclairera sur les enjeux et les opportunités donc, de ce marché très porteur. Et ensuite, nous aurons la chance d'écouter le témoignage et d'échanger avec Claudie Millier de Ronzier, donc, qui est directrice export de Chocolat Mathèse, donc une entreprise de la région, Pays de la Loire, pour ceux qui ne la connaissent pas, et qui a donc des activités commerciales dans la région ASEAN. Donc, Claudie nous partagera son expérience donc à l'export sur la zone, ses succès ou éventuels points de blocage. Voilà, et enfin, donc, nous terminerons donc, cette session par une séance de Q&A. Donc, on vous laissera la parole, on vous laissera la possibilité d'interagir avec nos intervenants. Voilà, le but, c'est vraiment d'essayer pour vous d'en apprendre un peu plus sur cette région qui représente un vrai potentiel. Voilà, juste un dernier petit mot pour vous dire que ce webinaire, il est enregistré, donc il sera, en tous les cas, le replay sera disponible dans les prochains jours. On vous le fera suivre. Voilà, donc j'invite maintenant Lan à prendre la parole. Merci Lan. Merci Aude. Bonjour à tous. Je suis très ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour parler de notre zone. Voilà, la zone ASEAN, comme vous voyez sur la carte, on est une zone très, très dynamique en termes économiques et aussi en termes démographiques. Donc, en termes démographiques, on est troisième marché mondial de la population. Donc, vous avez un grand marché avec plus de 600 millions d'habitants. Et en PIB, la zone représente de plus de 6% du PIB mondial. Et puis, ce qui est intéressant dans notre zone aussi, il faut parler qu'on a des accords de libre-échange entre les pays asiatiques, là, je n'en parle pas. Avec l'Europe, nous avons Singapour et Vietnam. Les accords de libre-échange entre Singapour, Vietnam et Europe ont entré en vigueur Singapour avant un an et Vietnam depuis 1er août 2020. Donc, je pense que ces accords-là permettent à nos entreprises de bénéficier des taux, des conditions favorables tarifaires en termes de douane pour nos marchés. Voilà, je ne vais pas rester trop longtemps sur cette slide, mais juste signaler aussi que nous avons plusieurs marchés et assez hétérogène. On pourrait dire le marché Singapour, c'est un marché assez mature. Pourtant, les marchés comme Thaïlande, Vietnam ou Malaisie, on est encore les marchés en développement. On a beaucoup encore des potentiels à saisir. La slide suivante, s'il te plaît. Du coup, Lan, peut-être pour compléter avec ce qu'on disait tout à l'heure, oui, peut-être qu'on peut, avant de passer… excusez-moi. Okay. Alors, concernant le Covid, donc la zone a été très, très touchée l'année dernière, en fait, pour la 3e ou 4e vague
avec la variante Omicron. Mais à l'heure actuelle, les frontières sont ouvertes et sans quarantaine, par exemple, pour les pays comme Vietnam, Singapour, je vais laisser Aude de parler, Wendy parler avec vous de vive voix tout à l'heure. Mais sinon, nos différents marchés sont ouverts sans quarantaine, bien sûr, avec condition que vous avez de passe de vaccination. Donc 2 doses de vaccination. Donc sans quarantaine, déjà, je vois que les touristes ou même les entreprises commencent à venir dans notre zone. Donc, je pense qu'on n'a pas de soucis là-dessus. On a aussi des discussions avec de différentes entreprises locales qui nous a confirmé aussi de la reprise. Voilà. Donc, maintenant, les entreprises locales, je pense que déjà après plus de 2 ans, avec la pandémie, avec les rendez-vous online, les rendez-vous online, ça marche aussi, mais les rencontres physiques sont indispensables. Et là, je pense que c'est le moment. Donc, n'a pas de contraintes du tout dans la zone pour vous en termes de déplacement. Voilà. Et pour les démarches détaillées pour chaque pays, n'hésitez pas de nous contacter. On pourrait vous donner les démarches à suivre pour chaque pays. Effectivement, merci Lan. Je me permets juste de compléter très brièvement ce que tu disais. Donc, on assiste depuis quelques mois maintenant à un vrai assouplissement donc général des mesures en place sur la quasi-totalité des pays de l'ASEAN maintenant. Il est beaucoup plus facile d'y entrer à condition effectivement d'être vacciné, donc de présenter une couverture vaccinale complète. Juste pour rentrer un petit peu plus dans le détail au sujet de Singapour, et n'hésitez pas après à rentrer en contact avec Lan, avec Gaëlle, avec moi-même ou Wendy pour avoir plus de détails sur les autres pays. Mais voilà, donc juste pour vous donner un petit peu de matière et un peu plus de détails sur Singapour. Donc Singapour a été le premier pays, donc grâce à un taux de vaccination, je dirais, très élevé, a décidé de s'ouvrir en fait dès septembre 2021 avec des corridors de voyage que le pays a décidé de mettre en place. Et donc, depuis, on assiste à vraiment un retour progressif donc, du présentiel et des événements, mais surtout un quasi-retour à la normale depuis aujourd'hui même, 26 avril, donc avec une reprise des événements de grande envergure et des salons professionnels donc en physique après 2 ans, sans limite, sans quota de personnes, donc en présentiel. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, le masque est toujours obligatoire à l'intérieur, donc je pense aux centres commerciaux par exemple, même au bureau, quand on interagit avec d'autres personnes par exemple, ou dans les transports en commun. Mais en dehors, dehors, on n'est plus obligé de porter le masque, donc c'est encore une autre bonne nouvelle. Plus de distanciation sociale non plus à respecter, et surtout des conditions d'accès pour les voyageurs français, donc possédant encore une fois un schéma vaccinal complet, donc très allégé. Donc, plus de tests nécessaires à fournir avant votre arrivée à Singapour. Voilà, il faut juste être en mesure de présenter un certificat vaccinal, demander un visa et remplir un formulaire de voyage et de santé donc en ligne. C'est gratuit et à faire 3 jours avant votre arrivée. Donc, voilà, c'est assez simple. Et je dirais que le gouvernement est très transparent là-dessus. Donc, on pourra vous indiquer également plus tard, mais le site officiel sur lequel il faut se rendre pour obtenir toutes les informations nécessaires avant votre arrivée. Et je terminerai donc sur ce point en vous disant qu'il faut cependant être vigilant. Ces mesures, bien évidemment, sont susceptibles d'évoluer si la situation sanitaire venait à changer. Donc voilà, par précaution, et c'est valable pour tous les pays vraiment de la région, il faut absolument consulter les informations en ligne pour préparer votre voyage et votre arrivée. Voilà, on pourra évidemment répondre à vos questions par la suite, à la fin des présentations, si besoin est. Je vous propose de passer à la présentation sectorielle maintenant de la zone. Donc Lan, je te laisse reprendre la main. Merci. Merci Aude. Donc, pour la zone, dans le cadre de ce webinaire, comme le temps est très limité, donc je vais vous présenter seulement les secteurs clés
et plutôt rentrer dans les tendances et opportunités. Après, si vous avez des questions ou si vous avez des questions précises sur tel ou tel produit, n'hésitez pas de nous contacter. Donc, dans la zone, on voit bien tous les secteurs les plus, on pourrait dire les produits phares de la zone, ce sont les produits boissons alcoolisées, les produits alimentaires. On a mis à part les produits halal parce que nous avons la Malaisie et l'Indonésie dans la zone. Ce sont les pays musulmans. Donc, bien évidemment, ils sont très stricts aussi en termes de certificat halal. Concernant les produits alimentaires, comme vous voyez aussi, les chiffres que vous voyez sur l'écran, ce sont les chiffres de 2021 par rapport à 2020. Même pendant la pandémie, on a enregistré quand même, en termes d'importation des produits alimentaires de la zone, une croissance de plus de 7%. Voilà. Et la tendance qu'on a observée dans tous les pays de la zone, même les marchés en développement comme Thaïlande, Malaisie, Indonésie ou Vietnam, c'est la tendance de premiumisation des produits. La population cherche des produits de qualité. Les produits bio aussi, même socialement, restent niche, mais niche à tendance à la hausse. Voilà. Et surtout, la pandémie nous a amené à chercher les produits bons pour la santé. Par exemple, les consommateurs s'intéressent plus à l'origine des produits, la sécurité alimentaire, par exemple. Disons, ça apporte beaucoup d'opportunités à nos entreprises, dans le sens aussi que le monde maintenant est très ouvert. Donc, les jeunes, surtout les jeunes, ils ont tendance, avec une mode de vie, on pourrait dire, occidentale, voilà, et puis et la fréquente des restaurants, par exemple, où on voit beaucoup de chaînes internationales présentes chez nous. Donc, en parlant des opportunités, j'aimerais tirer votre attention sur quelques produits, comme les produits laitiers, les produits snacking, où pendant la pandémie, on a quand même une demande assez forte pour les produits congelés parce que ce sont les produits que l'on pourrait conserver pour longtemps. Voilà. Et aussi, les produits sains et naturels sont très recherchés aussi. Voilà. En ce qui concerne les produits alimentaires. Pour les produits halal, on voit aussi une tendance à la hausse est aussi la tendance de chercher les produits de qualité. Voilà. Donc, pour les marchés indonésiens et malaisiens, les produits laitiers qui sont très recherchés, très demandeurs de ce produit-là. En ce qui concerne les ingrédients, on a aussi la tendance de retourner avec les ingrédients naturels. On ne peut pas dire encore que c'est que ça donne accès à toute la population parce que dit les produits bio, dit le prix cher, mais quand même, comme d'autres produits alimentaires, c'est une tendance même niche, mais à la hausse. Donc, quand on parle des produits, on ne peut pas négliger les boissons alcoolisées, donc surtout le vin. Pour les Asiatiques, nous, je ne parle pas du marché singapourien parce que le marché singapourien, c'est quand même un marché spécifique aussi dans la zone que Wendy va développer tout à l'heure avec vous. Je parle plutôt l'écart, disons un peu général dans la zone un peu le goût un peu pareil dans nos pays comme Thaïlande ou Vietnam, par exemple, ou d'autres pays, les vins rouges et les vins tranquilles sont très recherchés. Mais aussi, on voit aussi la tendance qui est aussi vers les vins comme la champagne ou les vins pétillants ou les rosés aussi, qui sont et les consommateurs commencent à connaître ces vins-là. Donc, c'est-à-dire, et en termes de région, pareil, hein, avant, c'est beaucoup cherché Bordeaux, mais maintenant, d'autres régions aussi commencent à être connues dans nos marchés.
Et dans les opportunités à signaler, comme tout à l'heure, je vous ai parlé aussi de l'accord libre-échange, parce que les boissons alcoolisées, quand même, qui est soumis à des taxes ou des taxes douanières assez élevées, mais avec l'entrée en vigueur de l'accord libre-échange, voilà, c'est pas tout de suite, hein, c'est un processus, mais quand même, on a une perspective assez favorable aussi pour le vin français, et boissons alcoolisées en général, vin et spiritueux aussi, mais particulièrement pour le vin. Voilà. Un autre secteur que la zone est très demandeur, c'est l'élevage. On voit bien aussi dans la zone Thaïlande, c'est un gros producteur de porcins. Gaël va vous parler tout à l'heure. Vietnam, pareil. Donc, nos demandes sont particulièrement considérables en termes génétiques. Et puis, les génétiques des porcs français, par exemple, sont très appréciées dans la zone. Et puis aussi, en termes de l'alimentation animale, on voit aussi une présence française forte dans la zone aussi. Donc, je pense que les équipements ou aussi, disons, on pourrait dire le 4.0 est aussi commence à être émergé aussi dans la zone. Et les gouvernements ont aussi des plans de développement pour ça. Donc, c'est-à-dire les entreprises, on pourrait dire chez nous aussi, on a à la fois des grands exploitants, les grands groupes, mais aussi les exploitants au niveau familial aussi. Et puis, le serment et la tendance, c'est que les grands groupes commencent aussi à, bien sûr, c'est eux qui prennent la plupart, la grande part du marché. Et ce qu'ils cherchent tout aussi, c'est aussi les hautes technologies, les équipements, la gestion, la smart gestion dans les travaux d'élevage. Donc, c'est pour cela, ça explique aussi que le salon Vif Asia dans la zone a toujours du succès. Et puis, c'est un salon incontournable et que dans ce salon, tous les acheteurs de la zone se déplacent parce que dans notre zone, quand même, ce sont les pays voisins et le transport est relativement facile. Donc, voilà, donc ce secteur aussi a beaucoup de succès et on observe aussi une forte présence française dans ce secteur d'élevage. Voilà, le dernier secteur que j'aimerais bien évoquer avec vous, c'est les équipements agroalimentaires. Parce que dans la zone, on a les pays comme la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam commence aussi de développer le volet de transformation. Et les pays comme Indonésie, Thaïlande ou Vietnam, on est aussi exportateur, surtout pour les fruits, par exemple. Et la Thaïlande est aussi fort, très fort, et la Malaisie aussi, dans la transformation de la viande. Et le Vietnam cherche aussi à développer ce volet. Donc, je pense que sur les équipements agroalimentaires, il y a tout un fort besoin d'équipements des entreprises locales. La difficulté, c'est que l'accès du marché, ce n'est pas toujours évident. Voilà. Donc, je pense que le fait d'avoir un partenaire fiable sur place, c'est très important. Et puis, un veille marché aussi, c'est très important pour identifier les nouveaux projets et pour saisir aussi les nouvelles opportunités ainsi que les stratégies du gouvernement, par exemple. Donc, je pense que pour l'avenir, c'est aussi un secteur potentiel chez nous. Et surtout, si on l'exporte, par exemple, la Thaïlande exporte beaucoup des fruits et le Vietnam commence aussi. Tout ce qui est chaîne du froid est très demandeur aussi. Donc, pour ce serment, on voit aussi la présence française commence chez nous. Voilà. Mais pour tout ce qui concerne les gros projets dans les équipements, à comprendre aussi que ce n'est pas évident non plus. Mais ce qu'on voit aussi quand les entreprises locales, quand ils demandent, non seulement ils demandent d'importer un certain équipement précis, mais ce qu'ils attendent assez souvent aussi, c'est l'expertise française dans le sens global. Donc, c'est-à-dire, elle aimerait bien quand même que si on pourrait amener une entreprise, par exemple, qui est capable de regrouper un consortium qui peut fournir une offre complète
à des entreprises locales parce que s'agissant des gros projets, par exemple, les consultants qui pourraient apporter les conseils dans le design, dans l'installation et aussi de donner les références techniques de différents équipements. Donc, c'est aussi une sorte de demande que les entreprises locales cherchent. Et côté français, on observe que ce n'est pas évident de construire comme ça un consortium et de répondre à une offre avec une offre complète comme ça. Voilà. Donc, en quelques mots, pour vous donner un panorama de la zone. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup, Lan. Effectivement, très complet. Je laisse maintenant la main à Wendy pour le focus sur Singapour. Alors, je suis désolée, les slides mettent un petit peu de temps à défiler, mais voilà, a priori, ça devrait être bon. Voilà. Merci beaucoup, Lan, et merci beaucoup, Aude. Donc, je m'appelle Wendy, je m'occupe du département agrotech à Singapour. Je suis singapourienne, je travaille chez la Chambre de commerce française depuis 5 ans. Donc, voilà, pour comprendre la marché singapourienne, il faut connaître le pays Singapour. Donc, Singapour, c'est un petit pays, c'est une petite île. La capitale de Singapour est Singapour. Il est 6 fois la taille de Paris. Il y a 5,7 millions d'habitants. Il y a petite baisse de population depuis la pandémie. Maintenant, c'est 5,5 millions. Nous sommes considérés en fait comme le Suisse de l'Asie parce que nous sommes un pays qui est riche, qui est développé. Notre PIB, c'est comme Australie et Nouvelle-Zélande. En termes de langage, on parle 4 langues officielles. En majorité, il y a des Chinois, il y a des Malais, il y a des Indiens et les autres qui s'appellent en fait les Eurasiens. Donc, pour moi, je parle mandarin couramment et pour les Malais, ils parlent le malais et les Indiens, ils parlent tamoul. Ici à Singapour, c'est 100% de la population urbaine et 97% de taux d'alphabétisation ici à Singapour. Et en termes de business en fait à Singapour, nous sommes le meilleur endroit pour faire le business, comme on voit en fait sur le slide. Nous sommes classés 2e dans le classement Doing Business 2020 et nous sommes la première exportation française en Asie. Et ici, on connaît pas le taux de chômage et on a beaucoup de taux de croissance à 7,6%. La slide suivante, s'il te plaît. Singapour, en termes de contexte agricole, il n'y a pas vraiment de terre disponible pour l'agriculture par rapport aux autres pays énormes comme Vietnam ou soit Indonésie ou Malaisie. Donc, c'est pour cela que Singapour importe 90% des aliments consommés sur le territoire. Et c'est pour cela que Singapour cherche à augmenter des espaces cultivables. Et nous avons un plan qui sera lancé d'ici là 2030 d'augmenter notre production locale à 30%. Donc, on voit un petit diagramme qui montre la répartition des exportations françaises de produits alimentaires. Donc, on voit que le spiritueux, ça prend 47% et le vin qui est 37%. Et pour tout ce qui est produits laitiers, c'est 6%. Et pour les préparations alimentaires diverses, c'est 2%. Et les autres, c'est 7%. En termes de faiblesse, ça, c'est en fait un vue générale que les Singapouriens sont sensibles au prix. Mais par contre, Singapour, on reste un pays qui est riche. Donc, il reste des gens, de personnes de revenus hauts
et aussi les revenus moyens en fait, à consommer mieux et consommer des produits gourmets. Merci beaucoup. Ensuite, le slide focus produits alimentaires. On connaît une croissance de 7% entre 2015 et 2020 et le montant des importations de produits alimentaires est de 11,8 milliards d'euros. Donc, c'est grâce au segment vin et spiritueux, la France se positionne en tant que deuxième fournisseur du pays avec une valeur de 1,1 milliard d'euros en 2020. Nos principaux fournisseurs, ce sont les pays voisins comme Malaisie, Indonésie, Thaïlande, la Chine et Australie. Les États-Unis se positionnent également dans le top 5. Grâce à la crise sanitaire, il a créé de nouvelles opportunités d'affaires et l'État, il a le volontaire de diversifier les sources d'approvisionnement alimentaire pour les produits essentiels, viande, fruits, légumes, produits laitiers, BVP. Je dois vous rappeler qu'en 2020, l'État singapourien et la France ont signé un accord pour diversifier les sources d'approvisionnement alimentaire. On va parler plus en détail sur quelques marchés à Singapour. Le premier, c'est le marché bio. Ça devient un marché important à Singapour. On connaît la croissance régulière dans ce segment-là. En 2020, c'est un valeur de 31 millions d'euros estimé. Et de plus en plus, on voit des magasins en fait, qui sont développés, qui sont dédiés au bio et free from. Il y a des segments qui sont plus porteurs, par exemple les nourritures pour le bébé, les ingrédients comme le riz, pâtes, nuits et huiles, et aussi les produits surgelés en fruits et légumes, viande et produits de la mer. Pour le segment produits laitiers, les fromages, c'est le segment qui connaît un peu plus forte de croissance. Donc, il y a une demande pour les produits premium et plus de variété. Les résidents à Singapour, ils montrent un intérêt pour les produits frais, moins industriels et avec beaucoup plus de bienfaits nutritionnels. Les trois top principaux fournisseurs, ce sont la Nouvelle-Zélande, Australie et la Thaïlande. Et la France est le quatrième fournisseur en valeur. Par rapport au segment produits de la mer, les principaux fournisseurs sont Malaisie, Indonésie, Chine et Vietnam. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus proches à Singapour. Et c'est pour ça que les produits sont beaucoup plus frais. Par contre, à Singapour, on demande pour des produits de qualité, des produits bio et naturels. Donc, pour le marché, pour les producteurs français, c'est un marché pour vous. En termes de positionnement, en termes de valeur, la France a chuté de 7% à 15%. C'est à cause de la proximité des autres fournisseurs. Donc, on voit qu'il y a un marché à prendre pour ce secteur-là, pour la France. Suivant, le focus vin, bière et spiritueux. Donc, à droite, vous pouvez voir, on ne produit pas grand-chose sur le vin et spiritueux. Donc, Singapour importe jusqu'au présent 100% des vins et spiritueux consommés sur le territoire. Et ici, à Singapour, on joue un rôle de plateforme logistique et la distribution avec un niveau de réexportation estimé aux alentours de 50% pour le vin et plus de 80% pour les spiritueux. Donc, on va parler de la concurrence locale et internationale au niveau de vin et spiritueux pour les producteurs français. Donc, pour les spiritueux, on voit que le Royaume-Uni reste leader. Pourquoi? Parce qu'il importe plus de 90%. On importe plus de 90% de whisky du pays Royaume-Uni.
Et deuxièmement, pour le vin, c'est Australie qui est le premier concurrent de la France. Et bien sûr, en fait, la France, c'est aux alentours de 40% de volume, mais Australie, c'est aux alentours de 25%. Donc, c'est pour ça, c'est le premier concurrent. Et ici à Singapour, les résidents sont ouverts au vin du Nouveau Monde avec Australie, le Chili et les États-Unis qui sont positionnés dans le top 5 des fournisseurs. Et ensuite, pour les vins européens, comme Italie, Espagne et Allemagne, ils sont classés dans le top 10. Donc, pour le segment de bière, il y a des concurrences parce qu'on a une société locale qui s'appelle Asia Pacific Breweries qui détient la plus grande part de marché à Singapour avec 42% en volume en 2020. Et Carlsberg, c'est la deuxième place avec 27% de part de marché. Donc, positionnement de l'offre française, donc la France est le premier fournisseur de vin et spiritueux en valeur avec 55% de valeur totale et ensuite le deuxième en volume. En scène d'exportation française, c'est le cognac qui domine de plus avec 91% en volume de spiritueux français. Pour les vins français, c'est les champagnes qui occupent la première place à 69% en volume. Par contre, pour la bière, c'est un peu faible. Donc, là, la France est à 18e place. Donc, quelles sont les opportunités pour vous? Pour le vin, on cherche les vins qui sont plus sophistiqués, qui ont avec une histoire à raconter, avec les anciennes histoires, les artisanaux, les vignerons qui sont indépendants, le bio, la biodynamie. Il y a aussi la demande pour les cépages ou régions moins connues, etc. Il y a aussi la tendance pour la mixologie, pour les produits originaux et de qualité. Et ensuite, par rapport aux bières, on demande de plus en plus de bières artisanales, à la fois au sein de bars spécialisés ou même de cafés. Donc, on va parler sur le focus agritech. Agritech, on voit qu'avec les slides avant, on voit que Singapour importe beaucoup, à 90% des produits alimentaires. Et on voit en bas, en fait, la production locale en 2019. Et pour le l'œuf de poule, on a 26%, poisson 10% et légumes à feuilles 14%. Donc, c'est quoi le 30 par 30? On voudrait augmenter les productions locales jusqu'au 30% par l'année 2030. Donc, qu'est-ce que ça représente pour vous, les sociétés en France dans le secteur agritech? Donc, il existe un marché pour les équipements spécialisés, surtout en automatisation et robotique, parce qu'on n'a pas beaucoup de terre, donc il faut augmenter la productivité et aussi il faut maximiser le travail. Et ensuite, on a encore plus de fermes qui sont ouvertes. En l'année 2011, on avait juste 34 fermes indépendantes et ensuite en 2020, on est déjà 238 fermes. Donc, on cherche des solutions de tech pour les fermes. On cherche des consultants pour les fermes et aussi, on est en train de construire un Agri-Food Innovation Park. Donc, il y a beaucoup des opportunités pour vous à prendre, même un salon qui est dédié à Agritech au mois d'octobre. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez demander à Pays de la Loire et aussi à moi. Le slide suivant, s'il te plaît. Donc, FHA ProWine, c'est vraiment le premier salon agroalimentaire Asien-Océanie. Tous les acheteuses aux alentours, ils vont venir au ce salon-là. Normalement, le salon devrait avoir lieu en 2020. À cause de la pandémie, maintenant, il sera lieu
absolument, sûrement en 2022, cette année, au mois de 5 à 8 septembre. Et ce sera changé à tous les ans, toute l'année il sera en fait lieu. Et c'est le plus grand salon ici. Il y a 54 pavillons nationaux, 55 000 attendees et plus de 100 pays qui vont visiter au salon. Donc, j'espère que vous pouvez profiter du package qui est offert par Pays de la Loire pour venir, pour prendre votre opportunité et pour prendre le business ici à Singapour. Donc, si vous avez plus de questions, je suis ouvert à Q&A tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Wendy. Je laisse maintenant la main à Gaël pour le focus sur la Thaïlande. Merci. Bonjour à tous. Alors, merci pour votre attention. Je suis Gaël, donc le responsable agrotech du réseau Business France à Bangkok en Thaïlande. Donc, pour ma part, je vous parlais du marché thaïlandais, à la fois pour l'agriculture, l'élevage, l'industrie agroalimentaire, les produits alimentaires et les vins et spiritueux. Alors d'abord, pour le panorama pays Thaïlande, donc il faut savoir que la Thaïlande, c'est le deuxième pays le plus riche de l'ASEAN. Donc le pays a un rôle géopolitique et économique important en ASEAN, mais aussi une position vraiment centrale en Asie, qui est quand même le continent en pleine expansion. D'un point de vue fiche pays, on va dire que la superficie du pays et la densité de population sont dans des proportions similaires à la France métropolitaine. Donc le pays fait environ 514 000 km² contre un peu plus de 632 000 pour la France. La Thaïlande, c'est un peu plus de 66 millions d'habitants contre entre 67 et 68 pour la France, avec 12 millions d'habitants dans le Bangkok élargi, sachant que l'agglomération parisienne, c'est entre 10 et 11 millions d'habitants. D'un point de vue économique et développement, donc la Thaïlande a connu une progression vraiment constante de son économie et elle a définitivement franchi le stade d'économie intermédiaire. Disons qu'elle est désormais à mi-chemin vers le stade d'économie avancée, avec toutes les conséquences qui en découlent, et notamment le vieillissement de la population, qui est un facteur de développement, qui est un marqueur de développement, pardon. Il en découle une urbanisation croissante et rapide, avec actuellement plus de 50% de la population vivant dans les zones urbaines, alors qu'on était à 30% au début du XXIe siècle. Un autre élément important qui a un effet aussi sur le secteur agroalimentaire, c'est le tourisme, qui est une activité qui contribue fortement à l'économie du pays. C'est 17% du PIB en Thaïlande, contre 10% en France, et ça représente un emploi sur 10 en Thaïlande. Et d'ailleurs, le secteur du tourisme était en forte croissance sur les 20 dernières années, avec une multiplication par 4 du nombre de visiteurs. On était vers 10 millions en 2001, et avant la crise sanitaire, on avait presque atteint les 40 millions. Et d'ailleurs, pour boucler avec ce qui a été dit par mes collègues, à partir de la fin de cette semaine, donc du 1er mai, il n'y aura plus du tout de restrictions pour les voyages en Thaïlande, ce qui devrait relancer donc les affaires et aussi la participation en présentiel aux différents salons. Il est attendu normalement d'ailleurs que le niveau du tourisme revienne à son niveau de 2019 au courant de l'année prochaine. Sur la diapositive actuelle, donc, je vais vous parler maintenant du secteur agricole et de l'industrie agroalimentaire. Donc, il faut savoir que la Thaïlande est un grand pays agricole avec une puissante industrie agroalimentaire. Au niveau agricole, donc la Thaïlande, c'est une surface de 51,3 millions d'hectares. Il y a 43% du territoire qui est dédié à l'agriculture, un peu plus de 22 millions d'hectares. Par contre, on est sur des exploitations d'un ordre de grandeur très différent de la France, car l'exploitation agricole moyenne couvre 3,2 hectares, alors qu'actuellement, en France, on est sur à peu près 70 hectares. Donc, on est sur des petites exploitations, ce qui est peut-être une contrainte pour l'offre française, car on n'est pas sur l'acquisition de gros équipements d'origine France, mais plus sur des pièces détachées, des éléments de modernisation de l'équipement existant. Il y a à peu près en Thaïlande 6 millions d'exploitations agricoles pour 17 millions d'agriculteurs. Donc le secteur emploie environ 32% de la population, mais il contribue qu'à 8% du PIB. Donc on voit qu'on est à 3 fois plus de personnes qui travaillent dans l'agriculture comparé au tourisme, pour une contribution de moitié à l'économie. Donc vous l'aurez compris, le secteur agricole n'est pas assez moderne par rapport au rang et aux ambitions de la Thaïlande.
cette manière, les agriculteurs thaïlandais sont à la recherche de nouveaux outils, de nouvelles technologies pour à la fois diminuer les coûts de production tout en augmentant la productivité, sachant que comme pays déjà développé, les ressources qui sont limitées sont déjà intensément exploitées en Thaïlande. Je parle donc des surfaces agricoles et de l'accès à l'eau. Au niveau emploi, aussi, ce secteur dépend fortement des migrants des pays voisins, principalement la Birmanie et le Cambodge. Et d'ailleurs, ce constat est aussi applicable pour l'industrie agroalimentaire. Et d'ailleurs, avec la crise du Covid, qui a réduit les flux humains, ça a mis vraiment en évidence la dépendance à la main-d'œuvre étrangère en Thaïlande. Et on voit que le pays a vraiment besoin de modernisation. De plus aussi, le coût de la main-d'œuvre est en hausse, donc il y a vraiment un besoin d'automatisation. Au niveau de l'industrie agroalimentaire, il faut savoir que la Thaïlande est l'un des leaders mondiaux de l'exportation de riz, de sucre, de manioc, de poulet, de thon et d'ananas en conserve. De cette manière, ce positionnement stratégique crée une demande importante pour les équipements de transformation alimentaire. Bien que la Thaïlande soit capable de fabriquer des machines de bonne qualité, pour les équipements de haute technologie, le pays dépend fortement des importations. Il y a un fort besoin justement d'équipements de haute technologie pour répondre aux normes de production attendues par les marchés cibles des exportations, que sont notamment les marchés européens ou américains. Ils ont besoin d'équipements modernes pour répondre aux cahiers des charges stricts au niveau des tolérances et spécifications produits attendus par les importateurs. Et d'ailleurs, il est confirmé que les équipements haut de gamme dépendent largement des importations étrangères, à hauteur d'environ 60%. Par contre, les pays fournisseurs actuellement sont principalement les pays asiatiques, donc notamment Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud. Mais il y a aussi des flux entrants des États-Unis, d'Allemagne et d'Italie. Pour les années à venir, la Thaïlande souhaite développer donc des produits alimentaires à valeur ajoutée pour accroître sa compétitivité sur les marchés mondiaux et aussi faire concurrence aux autres pays de la région comme le Vietnam qui se développe de plus en plus. Donc il y a des vrais besoins, notamment pour les innovations des produits alimentaires, mais aussi pour les emballages. Et d'ailleurs, d'ici un gros mois, du 15 au 18 juin, il y aura le salon Propac pour l'industrie agroalimentaire à Bangkok. Et on pense qu'il y aura une forte participation du fait de la réouverture des frontières. Sur la diapositive suivante, je vais me concentrer un peu sur l'élevage et notamment l'alimentation animale et la santé animale. Alors, il faut savoir que le secteur de l'élevage en Thaïlande est considérablement soutenu à la fois par la consommation intérieure, mais aussi par l'exportation. Et surtout, notamment, par exemple, l'exportation de viande de poulet. Alors, statistique mal connue, il faut savoir qu'en Thaïlande, il y a le cheptel de volaille est de plus de 1,7 milliard de têtes, ce qui est 2 fois plus que la France, qui est environ de 750 millions. Donc, cette forte demande, ça nécessite des hausses de productivité importantes, mais aussi une sécurité sanitaire accrue pour tous les produits d'élevage. L'an dernier, en termes de production principale, donc, je parlais de la viande de poulet, on était environ à 2,5 millions de tonnes et plus de 15 milliards d'œufs de poule, sachant qu'en France, on est entre 17 et 18 milliards. 1,3 million de tonnes de viande de porc et dans une moindre mesure, environ un peu plus de 200 000 tonnes de viande de bœuf. Donc, l'élevage bovin est bien moins prioritaire que les volailles et que l'élevage porcin. On a aussi le secteur de l'aquaculture, qui est aussi très conséquent, avec une production moyenne de 900 000 tonnes par an, avec en premier lieu, donc pour plus d'un tiers de ces volumes, la crevette, pour lesquelles la Thaïlande est le 6e producteur mondial, avec 315 000 tonnes par an, et principalement à hauteur de 96% les crevettes vanamées. Pour approfondir sur l'alimentation animale, pour vous donner un exemple, il faut savoir que 95% du soja et du tourteau de soja nécessaires à l'alimentation animale en Thaïlande sont importés. Et donc, sur les 5 dernières années, au niveau de l'alimentation animale, la France était positionnée 4e derrière les États-Unis, la Chine et les Pays-Bas. On assiste aussi d'ailleurs à une hausse du coût des ingrédients de l'alimentation animale, sachant que l'alimentation animale, c'est 70% du coût de production. Les éleveurs ont vraiment besoin de se diversifier et de limiter leur exposition aux changements de prix sur les marchés mondiaux. Par exemple, sujet d'actualité avec la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, on voit qu'il y a des problèmes au niveau du blé, vu que ces 2 pays ensemble représentent 40% des exportations mondiales de blé. On a aussi un autre sujet d'actualité, les problèmes sanitaires,
qui est un grand défi pour le secteur de l'élevage en Thaïlande. On a eu par exemple les cas de grippe aviaire ou plus récemment la peste porcine africaine, qui a engendré, début de l'année 2022, une envolée de 30% des prix du porc. Donc les éleveurs thaïlandais cherchent à trouver des solutions médicales, mais aussi des alternatives via l'alimentation pour d'ailleurs limiter le recours aux antibiotiques et éviter les problèmes d'antibiorésistance pour aider au renforcement plus naturel du système immunitaire des bêtes. En parallèle aussi, comme l'avait mentionné Lan, il y a des potentiels pour les nouveaux équipements type 4.0, donc les équipements connectés, les logiciels de données et de gestion. Il faut savoir que la nouvelle génération d'éleveurs en Thaïlande ont plus des démarches de managers, comme contrôler les coûts ou atteindre des objectifs déterminés, bien plus que les précédentes générations. Un rapide coup d'œil aussi au niveau des animaux domestiques, des animaux de compagnie. C'est aussi un secteur en forte croissance en Thaïlande, avec une croissance attendue d'environ 9% par an d'ici 2025, ce qui offre quand même des opportunités pour les entreprises françaises. À titre d'exemple, le géant thaïlandais Thai Union a connu une hausse de 18% l'année dernière, avec à la fois l'effet Covid, des gens qui adoptent de plus en plus d'animaux de compagnie, mais aussi le vieillissement de la population. Et de la même manière, il y aura le salon Viveja, dont a parlé Lan, qui aura lieu du 8 au 10 mars de l'année prochaine. C'est le plus gros salon d'élevage en Asie, et nous aurons un pavillon France d'une 50aine d'entreprises. Donc, c'est une opportunité à ne pas manquer, qui est vraiment le salon clé en Asie. Enfin, dernier secteur, je vais vous parler des produits alimentaires. Donc, je vous rappelle un peu le contexte que j'ai introduit au début. Donc, il faut savoir qu'en Thaïlande, il y a une classe moyenne de plus en plus importante. Donc, on est actuellement à 35,4% de la population au niveau de la classe moyenne. Et cette partie de la population a un pouvoir d'achat croissant. Il faut savoir qu'en l'espace de 20 ans, le salaire moyen a doublé en Thaïlande. Donc, on a affaire à une frange de la population qui a un réel besoin et une volonté de dépenser pour se faire plaisir. Il faut savoir que la consommation de produits importés, c'est un marqueur social de réussite en Thaïlande et ça permet de se différencier, de se distinguer. C'est pour ça qu'on voit une orientation de plus en plus importante vers des modes de consommation occidentaux. Donc, les produits importés actuellement sont vendus dans les grandes villes et dans les centres d'affaires, à la fois pour les consommateurs locaux aux revenus élevés, mais c'est aussi des zones fréquentées par les touristes ainsi que les expatriés. On retrouve donc un réseau de distribution moderne et dense, avec plus de 1300 supermarchés modernes, principalement concentrés dans les grandes villes urbaines et les provinces touristiques, comme les plus connus, Bangkok, Chiang Mai ou Phuket. Le secteur de la distribution moderne devrait connaître une croissance de 4 à 5% par an dans les 4 années à venir. On voit bien qu'il y a des perspectives avec une hausse constante pour les besoins en produits importés. Il y a aussi d'ailleurs le développement, comme en France, mais plus rapide, des achats en ligne pour les produits alimentaires, à la fois avec l'amélioration de la couverture Internet, avec les meilleures rapidités de connexion, et cette tendance qui a évidemment été fortement accélérée avec les restrictions liées à la crise sanitaire. Ce nouveau canal de distribution va offrir une meilleure visibilité pour les produits importés et élargir la zone de distribution. Il y a aussi des opportunités, donc pas que dans la distribution, mais dans le secteur HoReCa. Il faut savoir qu'en Thaïlande, il y a plus de 200 000 restaurants et 11 000 hôtels, dont 70% des hôtels de 3 à 5 étoiles. Donc, on est vraiment sur du haut de gamme. De plus, la Thaïlande a la volonté sur le moyen-long terme de développer du tourisme haut de gamme. Comme je vous l'avais dit, il y avait 40 millions de touristes avant le Covid. Donc, de belles perspectives à l'avenir. Il faut savoir que l'image de la France, pour les consommateurs thaïlandais, ils perçoivent les produits français comme des produits de qualité avec une bonne sécurité alimentaire. Ce qui est positif, car ça correspond bien à la demande post-Covid. D'ailleurs, la pandémie a accéléré les préoccupations des consommateurs concernant la santé, le bien-être, des consommateurs aussi de plus en plus exigeants en termes d'hygiène, et ce qui favorise d'ailleurs les produits alimentaires emballés importés. Pour être un peu plus précis, par exemple, des secteurs où l'offre française est vraiment adaptée avec un fort potentiel, je pense, comme l'a présenté Wendy, à la boulangerie, pâtisserie. Donc, on voit par exemple qu'en Thaïlande, les ventes au détail, elles sont en augmentation de 6% l'année dernière, en 2021, pour atteindre 1,05 milliard d'euros.
Sur les 5 années à venir, une croissance globale de 40% est attendue, avec en moyenne 7% d'augmentation constante par an pour atteindre 1,5 milliard d'ici 2026. Et voilà, la crise sanitaire, comme je l'ai expliqué, a vraiment renforcé cette tendance avec une volonté de consommation plus saine, de plus en plus populaire. On pense notamment au pain complet ou aux produits sans additifs, perçus comme meilleurs pour la santé. De la même manière, un autre exemple, c'est sur les produits laitiers. On est sur une croissance annuelle de l'ensemble de la catégorie, c'est-à-dire à la fois les laits, yaourts, fromages, de 5 à 7% par an dans les 5 prochaines années à venir. Alors, une des limites à cette tendance, bien que la production nationale soit totalement insuffisante pour satisfaire la demande, il y a quand même la menace de la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui sont des gros producteurs de produits laitiers et qui ont quand même l'avantage d'avoir des accords de libre-échange bilatéraux avec la Thaïlande, mais aussi l'avantage, on va dire, de l'emplacement avec la proximité géographique, ce qui est un avantage logistique important, surtout actuellement dans un contexte de hausse du coût des carburants. Donc le prix, la différence produit et la durée de vie des produits seront des éléments assez déterminants pour l'offre française. Et enfin, un autre secteur qui est porteur dans toute la région, c'est le domaine des vins et spiritueux. Alors, ce secteur a connu une croissance continue, mais sur la période, on va dire, 2022-2023, la croissance devrait rester assez faible pour revenir au niveau de 2019 avant la crise sanitaire. Nos principaux concurrents sont principalement donc l'Australie, le Chili et l'Afrique du Sud, surtout pour des raisons de prix, pour une fois de plus des raisons d'accord de libre-échange. Historiquement, quand même, la France, malgré tout, était le premier fournisseur de la Thaïlande pour les vins en termes de valeur. Depuis 2 ans, elle est en 2e position derrière l'Australie, mais c'est vraiment temporaire pour des raisons, je vais dire, géopolitiques entre l'Australie et la Chine ayant moins importé de vin australien qui s'est d'ailleurs déversé sur d'autres pays de l'ASEAN. Mais justement, on peut considérer qu'il y a des marchés à reconquérir. Parce que les vins français sont connus en raison de leur image de prestige, comme dans l'ensemble du monde. C'est des vins considérés comme premium, donc une grande renommée, surtout pour les vins de Bordeaux et dans une moindre mesure Bourgogne. Mais on voit quand même que les autres régions gagnent en popularité, avec pour les vins de la Loire, entre 2 et 3% du total des importations de vins d'origine France, mais donc avec des fortes opportunités de croissance. Au niveau des spiritueux, donc la France, elle importe en Thaïlande principalement du cognac, mais aussi de la vodka, des liqueurs, du whisky, du rhum, du gin. Et d'ailleurs, elle est le premier fournisseur de cognac et le 2e fournisseur de vodka depuis de nombreuses années. Il faut savoir que les spiritueux importés, beaucoup plus haut de gamme que les productions locales, sont très appréciés par la population ayant un fort pouvoir d'achat. De manière générale, donc, la sortie de crise sanitaire qui est imminente devrait relancer la vente des boissons alcoolisées, mais surtout dans le réseau on-trade qui a été le plus affecté par les restrictions, avec la fermeture des bars, l'interdiction de vente d'alcool dans les restaurants et le blocage au tourisme. Sachant que l'offre française est particulièrement performante sur le réseau on-trade, on attend vraiment une forte reprise d'importation française courant de cette année. Et d'ailleurs, comme sur les autres secteurs, nous aurons un événement à Bangkok de dégustation de vin avec de nombreux importateurs qui aura lieu cette année le 12 octobre en Thaïlande, mais qui se continuera aussi le 13 octobre au Vietnam à Hanoï et le 14 octobre au Vietnam à Ho Chi Minh. Et je serai disponible ensuite pour répondre à vos questions et pour vous aider dans vos prospections en Thaïlande. Je vais laisser la parole à Madame Claudie Millet pour son retour d'expérience. Merci. Merci beaucoup, Gaëlle, pour ce partage d'informations très complet. Alors, nous sommes très en retard sur le planning initial. Voilà, on va bien évidemment donc prendre le temps d'écouter le témoignage de Claudie Millet. Et puis, je vous propose de conclure très rapidement après son intervention. Merci. Alors, Claudie, merci à vous d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Je vous laisse peut-être vous présenter et présenter brièvement les activités de Chocolat Mathès dans la région, si vous voulez bien, avant de vous poser quelques questions et puis éventuellement laisser la parole à quelques-uns de nos participants.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Claudie Millet, je suis en charge du grand export, plus précisément au sein de Chocolat Matthèse. Chocolat Matthèse est situé dans le 49 à Châteauneuf-sur-Sarthe et nous sommes spécialisés dans la fabrication de truffes de chocolat. En résumé, on exporte 90% de la production dans les pays étrangers et majoritairement, j'aurais tendance à dire, dans les pays d'Asie et d'Asie du Sud-Est. Donc, ce sont des marchés voilà, que je couvre. Et effectivement, des pays comme, par exemple, Singapour, Hong Kong, la Corée, Taïwan, Philippines, enfin, tous ces pays de l'ASEAN sont des marchés très intéressants parce que, tout d'abord, parce que les produits français bénéficient d'une aura en termes de gastronomie. Ça ne fait aucun doute sur le sujet. En revanche, on arrive souvent en tant que avec des produits français avec un niveau de prix particulièrement élevé. Donc, il y a souvent nécessité d'adapter, on va dire, son offre tarifaire à ces marchés. D'accord, merci Claudie. Alors, quels sont les points de blocage selon vous, enfin, que vous avez pu rencontrer dans le cadre de votre expansion dans la zone, par exemple, et que vous pourriez partager avec les participants? Alors, tout dépend du pays asiatique que l'on va considérer. Certains marchés sont beaucoup plus faciles d'accès. Je pense notamment à Hong Kong, à Singapour, hein, qui sont des hubs très importants avec des flux touristiques et d'hommes d'affaires très élevés. Donc, ça génère effectivement beaucoup de consommation. Donc, ce sont des marchés à ne pas négliger. Hein, même si Singapour, voilà, c'est une capitale-État avec une population d'environ 6 millions, il ne faut pas négliger tous ces flux touristiques et affaires qui transitent chaque année comme sur Hong Kong. Si on prend la Thaïlande, effectivement, la taille de marché n'a rien à voir, hein, puisqu'elle est quasi 10 fois supérieure à celle de Singapour. En revanche, en termes réglementaires, c'est un petit peu plus difficile, on va dire, de pénétrer sur ce marché. Ceci étant, ça reste un marché très important parce qu'il y a une présence d'hôtels de luxe importante. On a des chaînes de supermarchés aussi qui sont très, très présentes. Vigilance après pour tous ces pays asiatiques parce que voilà, nous sommes sous des conditions climatiques plutôt chaudes. Alors là, je fais un peu plus référence à notre activité. Nous vendons du chocolat, donc la chaîne du froid est très, très importante. Donc effectivement, il faut absolument s'assurer les services d'un importateur qui maîtrise la chaîne du froid de A à Z, bien évidemment. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous faire part de vos succès dans la région, par exemple? Alors, des succès dans la région, les Philippines, par exemple, effectivement, on vient de contracter avec une chaîne de supermarchés, assez importante, dont les premières commandes sont parties l'année dernière et on va réitérer cette année parce que nous sommes produits français. On a su aussi adapter on va dire notre offre tarifaire. Après, en termes de goût, on a une déclinaison de chocolat déclinée en plus de 40 arômes différents, des arômes naturels. Alors effectivement, on a évoqué tout à l'heure, à plusieurs reprises, le manger bon, le manger sain était, on va dire, une condition assez importante qui revient de plus en plus sur ces marchés. Et elle est vraie, je vous le confirme. On fait également du bio en ce qui nous concerne. En revanche, les prix sont un petit peu plus élevés et donc on se cantonne plutôt à vendre, on va dire, du chocolat traditionnel avec des arômes naturels que de vendre du bio où là on arrive sur des prix tarifaires un petit peu plus élevés. Donc les Philippines, effectivement, on vient de déboucher, donc c'est plutôt bien. Singapour, c'est pareil. Là, avec le Covid, l'activité a été mise un petit peu entre parenthèses, mais je pense qu'elle va reprendre puisque avec l'ouverture des frontières, effectivement, les flux touristiques et les flux d'affaires vont reprendre le dessus. Et donc, ce sont vraiment de belles vitrines internationales. Donc voilà, nous sommes présents également en Corée. Ce sont des marchés
très important, où les tailles de marché sont non négligeables et il y a toujours cette appétence pour les produits français. Merci Claudie. Et peut-être alors une dernière question, puisque vous avez abordé le Covid. Donc j'avais une question sur l'impact du Covid sur vos activités dans la région. Donc vous venez d'y répondre, en tous les cas en partie. Et quel est votre plus gros marché sur la région ASEAN? J'ai parlé sur l'Asie en général. Le plus gros marché chez ma thèse, donc c'est le Japon, suivi de près par la Corée. Viennent ensuite Singapour, effectivement. La Thaïlande, on y travaille. Alors, j'avais eu de très bons contacts juste avant la période Covid qui ont été mis en suspens pour le moment. Mais bon, voilà, j'ai bon espoir que ça reprenne. Et puis surtout, n'hésitez pas à participer aux salons internationaux. Et là, je pense notamment au FHA à Singapour et au TAIFEX en Thaïlande. Pour moi, ce sont deux salons majeurs incontournables si vous voulez vous développer dans cette zone, voilà, dans ces zones-là. Très bien, merci beaucoup Claudie. Alors, je vous propose de conclure, Sophie et Yannick. Dites-moi, mais voilà, je pense qu'on est assez en retard. Je pense qu'on a fait le tour du sujet également. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, Yannick et Sophie vous transmettront nos coordonnées, nos adresses e-mail. Voilà, je vous invite vraiment à nous contacter si vous avez d'autres questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre aujourd'hui, mais voilà, je pense que notre webinaire touche à sa fin. Un grand merci encore à la région Pays de la Loire, à Food Loire, à nos intervenants, Lan, Wendy, Gaëlle et Claudie, donc d'avoir partagé toutes ces informations avec nous aujourd'hui. Voilà, merci à vous d'y avoir participé et j'espère à très bientôt sur Singapour, en Thaïlande et dans la région ASEAN. Voilà, je laisse le mot de la fin à Sophie peut-être ou à Lydie si elle a pu nous rejoindre ou à Yannick. Lydie, est-ce que vous êtes parmi nous? Oui, je suis là. Bon, bonjour, je vais vous dire un bonjour, souhaiter une bonne journée. Non, je suis là, je m'excuse, hein, j'ai une actualité un peu galopante là, qui me rattrape de temps en temps et qui m'accapare. Merci en tout cas pour toutes ces présentations. Bienvenue à toutes les entreprises qui font partie de l'aventure pour début septembre. Moi, j'avais plusieurs petites choses. La première, c'est pour la Thaïlande, sur l'aspect et les réflexions sur tout ce qui est plastique et tout ça. Sophie et Yannick, il ne faudra pas oublier peut-être d'avertir l'IGEPAC dans notre région. C'est une association qui travaille tout cet aspect recyclage, emballage et tout ça, et ça pourrait être très intéressant. Donc ça, c'était la première chose. Oui. C'est prévu, Lily. D'accord, super. Merci. Je suis en lien avec sa directrice. Oui, parce que je pense que ça peut être chouette. Et puis, la deuxième chose que je voudrais dire aux participants, on a travaillé sur la mission, c'est la semaine dernière, Sophie et Yannick, je ne me souviens plus, et moi, je n'écartais pas, donc je ne sais pas si vous avez pas fait une proposition de l'organisation de la mission là avant que j'arrive. Je n'écartais pas le fait, comme on est sur du food et du tech, à certains moments, peut-être pour que tous les acteurs s'y retrouvent, c'est-à-dire avoir des moments communs, mais aussi avoir des moments séparés, comme on peut le faire pour certaines missions, pour que chacun s'y retrouve. Donc, voilà, je pense qu'il faut qu'on peaufine ça en fonction de l'organisation et de ceux qui font partie de l'aventure pour répondre bien aux besoins de chacun. Voilà, moi, c'était simplement ça que je voulais vous dire. Hein. C'est pas l'heure, je ne vais pas vous faire un grand discours. L'important, c'est de bien préparer cette mission et surtout que nous régions avec la Team France Export, donc tous les autres partenaires, qu'on réponde bien aux questions et aux attentes des entreprises ou des acteurs qui seront présents pour cette mission. C'est vraiment de ça qu'il faut qu'on s'assure les uns les autres. Moi, c'est le message en tout cas que je délivre au niveau de la région et en tout cas, je me ferai un vrai plaisir d'être auprès de vous et d'être l'élu qui vous accompagnera lors de cette mission. Merci beaucoup.
Voilà, je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. À très bientôt, en tous les cas, encore une fois, donc en région ASEAN. Et n'hésitez reste pas à donc votre disposition. pour vos questions, hein. Je pense à Waiba là, qui a une petite question sur la boulangerie-pâtisserie. N'hésitez pas à relayer, on y répondra bien sûr. Je viens de vous remettre les coordonnées donc dans le chat de Wendy pour Singapour et de Gaël pour la Thaïlande. Vous pourrez bien évidemment, voilà, enfin, en tous les cas, n'hésitez pas à poser nos questions et on pourra les relayer aussi à qui de droit sur d'autres sujets ou si ça concerne d'autres pays. Voilà. Et une présentation de la mission plus complète d'ici la fin de la semaine, je vous fais signe aussi. Merci beaucoup à tous. Merci. Très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au Merci, revoir. au revoir.